Donc, pour continuer ce module-là qui parle, vous avez compris, donc encore une fois, là, de territorialité, de terrain, territoire, on va faire un petit retour sur ce qui est le zonage. Et on va reparler un petit peu du zonage agricole, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par zonage? Donc, le zonage, c'est un outil de réglementation et de contrôle de l'utilisation du sol. Donc, c'est une pratique qui va diviser un territoire municipal en différentes zones et qui va attribuer à chacune de ces zones un usage. C'est quoi le but de faire ça, de faire comme ce petit quadrillage illustré par la petite photo pour mettre un peu de couleur? C'est de faire cohabiter harmonieusement sur un territoire des usages différents. Donc on va avoir des quartiers résidentiels où il n'y aura que des maisons, des zones commerciales où il n'y aura que des centres commerciaux, industriels, etc. Puis de faire ça, ça évite qu'au milieu d'un lotissement de jolies petites maisons, un jour vienne s'installer une usine, un supermarché, etc. Qui viendrait un petit peu du coup mécontenter, je pense, les habitants du joli petit quartier. Donc c'est ça, ça permet vraiment, c'est ce qui est écrit au point 3, une cohabitation harmonieuse entre les différents usages qu'on va faire sur un territoire. Et ça, en général, le zonage, c'est régi par les MRC, donc ce fameux regroupement de municipalités qui vont se gérer entre elles et à l'interne des municipalités, encore une fois, là, qu'est-ce qu'ils autorisent comme usage sur quel territoire de leur municipalité. Donc, par exemple, les règlements de zonage, ça va venir toucher tous les points que vous voyez en dessous parce que le zonage, ça dit pas juste dans telle zone tu as le droit de faire du résidentiel, dans telle zone du commercial, dans telle zone de l'industriel. C'est pas que ça. Partant de là, ça va venir donner beaucoup d'autres spécificités. Donc, encore une fois, si on reprend le premier point, c'est ce que je viens de dire. C'est sûr que la base, c'est que ça dit quel type d'activité on a le droit ou pas de faire sur ce terrain, ce lot, cette zone. Donc, il y a des lots réservés pour les espaces verts, d'autres pour l'agriculture, d'autres pour les habitations, commerce, industrie, etc. Mais en fonction de ça, ça va aussi dire quelle est la densité d'occupation du sol qu'on permet à ces activités. C'est-à-dire qu'en terrain résidentiel, mettons, il n'y aura pas le droit d'avoir plus que 3 bâtiments à tant de superficie. La hauteur des bâtiments, en résidentiel ou en industriel ou en commercial, le bâtiment que vous mettez dessus ont des limites de hauteur. Là encore, c'est pour qu'un quartier résidentiel ne soit pas gâché par un immeuble qui vient, une structure qui viendrait gâcher la vue, etc. L'espace qu'un bâtiment peut occuper au sol, ça aussi c'est des spécificités qui vont être précisées. Le bâtiment en résidentiel n'a pas le droit de faire plus de tant de superficie, alors qu'un commerce ou en zone industrielle, bien évidemment, les bâtiments auront le droit d'être beaucoup plus grands en surface au sol. Et aussi la distance entre les bâtiments. Encore une fois, dans un terrain résidentiel, le rapprochement autorisé entre deux bâtiments ne sera pas le même que dans une zone commerciale, dans une zone industrielle, etc. Donc, pour faire un exemple à ça, on va reparler du zonage agricole, vu que c'est un sujet que vous avez déjà vu dans votre documentaire. Donc, là, on va juste revenir sur quelques restrictions. Par exemple, donc, quand vous habitez sur un terrain qui est zoné agricole, il y a des choses, selon la loi, sur le zonage agricole, donc, que vous avez vu, que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, par exemple, interdiction d'utiliser le lot à des fins autres que agricoles. Il paraît évident que c'est la base même de la loi. Donc comme je vous disais, par exemple, moi ma maison à la Dorée, elle est située en zone agricole, donc comme dans mes exemples, je ne pourrais pas me construire un bâtiment pour faire un salon de coiffure, un garage de mécanique ou autre chose. Par contre, on a pu faire des traîneaux à chiens ou on peut faire de l'agriculture parce que ce sont des activités qui sont gérées par le ministère de l'Agriculture. Interdiction de couper des érables, c'est dans la loi aussi, il y a un article de la loi, j'ai plus les numéros d'articles de mémoire, mais un agriculteur ne peut pas couper des érables par exemple pour se faire une serre sur son territoire, puis ça c'était une mesure ça peut être discuté, mais en tout cas c'était une mesure pour protéger les érablières.
qui font partie intégrante du domaine de l'agriculture. Donc c'est ça, un agriculteur qui voudrait se faire une serre et qui devrait couper des érables pour ça, ne peut pas. Donc ensuite, interdiction de morceler un lot. Donc ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un lot zoné agricole, on ne peut pas le redécouper en plusieurs petits morceaux. Donc ça, c'était pour éviter justement qu'un grand champ soit démantelé, on va dire, en 4-5 parties plus petites, qui chacune d'elles aurait été plus facile à dézoner après. Quelqu'un qui rachète un tout petit bout de terrain agricole, après peut dire, regardez, c'est trop petit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'agricole là-dessus, c'est dommage, c'est une perte d'espace, est-ce que vous pouvez me dézoner? Donc l'interdiction de morceler un lot, c'est ça, ça évite de redécouper en tout petits bouts qui seraient plus facilement dézonables des zones agricoles. Interdiction de diviser des lots contigus, ça va un peu dans la même idée, c'est-à-dire que une fois qu'un agriculteur, par exemple, au fil du temps, rachète deux terres donc contiguës qui sont collées à des moments différents, il va en acheter une, quelques années plus tard, il rachète l'autre. À ce moment-là, si elles sont collées, elles fusionnent en un seul lot qui redevient, comme on vient de le voir, indivisible. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Puis là encore, il y a des petites exceptions. Là. Je crois que c'est que si par contre chacun des terrains fait au moins 100 hectares, là on pourrait le rediviser. Mais bref, outre exception, l'article de base, je ne sais plus le numéro non plus de l'article, mais la base c'est quand même une fois qu'on rachète deux lots qui sont collés, ces lots fusionnent et on ne les redivise plus par la suite. Interdiction de prélever du sol arable. Donc le sol arable, c'est quoi? En fait, c'est la couche de sol fertile, cultivable. Celle qui peut être labourée, celle dans laquelle on sème les graines, etc. Celle qui est propice à la croissance des végétaux. Et là encore, interdiction de prélever du sol arable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui faisaient ça. Ils grattaient toute la couche arable donc de leur lot agricole, et puis après c'est ça, ils allaient plaider que regardez là, moi je suis zoné agricole mais ma terre elle est zéro fertile, là je peux rien faire pousser là-dessus, donc s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dézoner pour que je fasse autre chose de ce terrain là. Donc encore une fois, c'est une mesure de protection. Et finalement, interdiction pour un non-résident d'acquérir une terre agricole. Donc ça, c'est tout simplement pour garder nos ressources québécoises aux Québécois et pour éviter que nos ressources agricoles soient rachetées par des étrangers. Donc il faut être résident québécois pour pouvoir donc acheter une terre agricole. Puis là encore, il y a des chiffres. Là, il faut être resté au moins 3 ans sur les dernières 4 années en sol québécois. Donc voilà. Donc, pour faire appliquer la loi sur le zonage agricole en 1978, avec la loi a été créée la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc résumée par les initiales CPTAQ. Et cette commission, elle avait plusieurs mandats. Donc tout simplement le premier déjà de s'assurer que la loi est appliquée, donc en ayant le droit de faire des enquêtes, de la surveillance et de sanctionner au besoin. Un mandat de conseiller les gouvernements, donc sur toutes les questions qui sont relatives à la protection du territoire agricole. Et elle s'occupe aussi des demandes d'autorisation, dans le sens les demandes de dérogation. Donc si quelqu'un veut utiliser son terrain zoné agricole pour faire autre chose que de l'agriculture, donc pour le faire dézoner, si quelqu'un veut un permis pour enlever du sol arable, etc., c'est cette commission aussi qui s'occupe des cas de demande de dézonage. Ce qui avait amené M. Garon lui-même, ironiquement, à parler de cette commission au fur et à mesure des années, en disant que en fait, c'est plutôt une commission de dézonage, parce que donc il y a vraiment des fuites et ce qui est compliqué aussi avec ça, c'est que dès que quelqu'un a réussi à avoir une autorisation pour faire dézoner son terrain, pour que son terrain ne soit plus agricole, c'est la porte ouverte. Quelqu'un d'autre peut, ça fait un précédent, ça fait jurisprudence si vous voulez, quelqu'un d'autre peut aller plaider, regardez à la commission, donc vous avez dézoné telle personne pour telle raison, je suis dans le même cas, il n'y a pas de raison que vous ne me dézoniez pas moi aussi, et etc. Donc encore une fois, ça avait été... non, ça je vais y revenir après. On va s'arrêter là pour celle-là. Donc,
Les problématiques actuelles, parce que malgré ces restrictions, malgré cette loi, malgré la protection, on perd encore quand même des terres agricoles au Québec. La dame en avait parlé à la fin du reportage de sur Monsieur Garon, c'était la conclusion. Elle disait que malgré cette loi, dans les je sais plus combien de dernières années, on avait quand même perdu l'équivalent de la superficie de l'île de Montréal en zone agricole au Québec. Donc malgré la loi, il y a des failles et il y a des problèmes quand même. Donc c'est ça, mauvaise protection des meilleures terres. C'est ce que je viens de dire, il y a plusieurs promoteurs qui réussissent quand même à faire dézoner pour faire autre chose sur du terrain agricole. À l'inverse, il y a aussi des zones non utilisées dans la région de la Beauce notamment. Il y a des zones agricoles mais dont personne ne veut, dont personne ne s'occupe, dont personne ne fait rien. Donc là, celles-là, elles sont encore zonées agricoles, mais ça, si personne ne veut les utiliser, ça ne règle pas le problème non plus. Difficulté de la relève, des nouveaux petits agriculteurs qui veulent rentrer dans ce domaine-là, c'est difficile. Pourquoi? Ironiquement, c'est difficile à cause des mesures de protection qu'on a vues tout à l'heure. Donc avec l'interdiction de morceler un lot, puis le fait que quand un agriculteur achète deux lots contigus, il fusionne et qu'après on ne peut plus les rediviser, c'est très compliqué pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine, qui veut commencer sur une petite superficie pour pas trop investir, il trouve pas de petite superficie en fait. Puisque donc encore une fois, les gros continuent de grossir en rachetant des terrains côte à côte. Mais du coup, il n'y a plus de petits terrains pour de la relève, pour des jeunes qui voudraient se lancer sur des petites superficies. Donc encore une fois, c'est ironique, ce sont des mesures de protection qui font que finalement, concrètement, dans les faits, c'est dur de se lancer dans ce domaine-là, de vouloir s'intégrer, s'impliquer en agriculture et puis vouloir faire prospérer cette sphère-là du Québec. Ça brime un peu les jeunes et la relève. Et les Chinois, à chaque fois que j'arrive sur cette diapo, je me dis chaque année, là j'ai pas eu le temps, mais qu'il faudrait que je reformule ça, parce que dit comme ça fait un peu... voilà. Mais je vais expliquer ce que ça veut dire, puis pourquoi les Chinois, entre guillemets, sont problématiques pour nous en agriculture. C'est tout simplement que les Chinois rachètent nos terres agricoles. Pourtant, on a dit dans la diapo d'avant que c'était impossible pour un non-résident de racheter des terres agricoles. Donc, comment ça se fait que des Chinois réussissent à acheter des terres agricoles? Et là, on va faire un petit retour sur le cours d'entrepreneuriat. C'est tout simplement qu'il y a des investisseurs chinois qui ont de l'argent déposé dans des institutions québécoises, donc notamment dans des sociétés par actions. Ils possèdent des actions d'entreprises québécoises donc dans leurs papiers d'affaires qui sont domiciliés au Québec. Donc, par l'entremise de ces actions, ces Chinois-là, ils sont propriétaires d'une partie d'une entreprise domiciliée au Québec. Donc, par ce biais-là, ils peuvent être considérés comme résidents du Québec, encore une fois, de par l'entreprise dont ils possèdent des parts. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à racheter des terrains agricoles québécois. J'espère que c'était à peu près clair. Sinon, encore une fois, je lis mes messages Colnet tous les jours. N'hésitez pas à venir vous insurger des parties qui n'étaient pas claires ou que vous n'avez pas compris. Je vous répondrai avec plaisir. Ça clôt cette partie-là, puisque vous voyez qu'après, on va changer de chapitre pour passer aux aires protégées. Donc, une autre partie de territoire, territorialité québécoise, etc. Donc, je vous laisse là et on se retrouve après.